Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. C'est la deuxième mise en garde du préfet des Hauts-Plateaux au chef des Bamendjou, abondamment relayé sur les réseaux sociaux, qui est venu mettre au grand jour la difficile cohabitation entre l'autorité traditionnelle et la préfectorale. Pour Yampen Ousmanou, Sa Majesté Sunkudu Jean Ramo a continué, en dépit de la première mise en garde, à agir en marge des textes en vigueur, au travers des propos de nature à mettre en péril la stabilité des institutions républicaines et la légitimité de celui qui les incarne. Au cours d'une séance de travail ayant réuni une soixantaine de têtes couronnées autour de lui à Bafoussam, le ministre de l'administration territoriale leur rappellera ceci, je le cite: Paul Biya est le chef suprême des chefs traditionnels. Tous les chefs doivent lui faire allégeance, comme vos sujets le font à votre endroit. Fin de citation. Paul Atangadi, au cours de cette séance de rappel à l'ordre, reconnaîtra que beaucoup de chefs traditionnels se sont éloignés de leur mission pour embrasser la politique. Paul Atangadi va leur demander de donner des idées sur l'agriculture. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée une fois de plus par Cédric Noufélé, tout de suite après le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Minat et autorités traditionnelles de l'Ouest, où est le problème? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Dr. Nick Ngonyam. You're welcome. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. And Happy New Year to our listeners. I think it's the first time I'm coming back here this year. And we have a very exciting topic tonight. Thank you very much. Voilà. Pauline, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Lin. Mes vœux de bonne année une fois de plus au Camerounais. J'étais là le premier déjà, donc je renouvelle mes vœux de bonne année au Camerounais. Heureux d'être encore là ce soir. Dans la Pauline, on n'a pas Costa. Vous êtes Zaïrois? Non, je ne suis pas Zaïrois. Vous êtes nostalgique du Zaïre? Non, pas du tout. Certainement pas. C'est une époque qui nous rappelle beaucoup de mauvais souvenirs, en fait. Comment ça? Bonsoir, Kaminele. Serge Retour, bonsoir. Bonsoir, Paulium. Bonsoir, docteur. Bonsoir, téléspectateurs d'Equinox Télévision. Une fois de plus, c'est un plaisir pour moi de venir, de répondre présent à votre invitation dans cette émission culte. Voilà. Equinox Soir. Merci. Bonsoir également à Paris, à Ablaziz Moundé. Bonsoir, Ablaziz. Bonsoir au plateau, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Soir. Moussango, paix à tous. Voilà, Ablaziz, on l'a entendu, mais on ne l'a pas vu. Nous, on va rester sur le plateau. Dites-moi. Oui, bonsoir, Ablaziz. On vous a enfin. Voilà, bonsoir une fois de plus. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à tout le plateau. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision et Moussango, paix à tous. On revient à vous tout à l'heure. Kamine, la première question, je vous la pose. Une seconde mise en garde du préfet des Hauts-Plateaux à l'endroit du roi des Bamendjou. Peut-on parler, à ce stade-ci, d'acharnement? Moi, je parlerais plutôt d'agacement. D'agacement, oui. D'acharnement, je pense que c'est le mot me paraît un peu péjoratif. Agacement, oui. Parce que le préfet estime, à tort ou à raison, mais il estime, quand il est dans son rôle, que les sorties dans les réseaux sociaux et dans les journaux de Sa Majesté Sunkudu sont de nature justement à enflammer la tête de certaines personnes et peut-être même à menacer la cohésion sociale. Vous savez, le préfet, c'est le garant de l'ordre. C'est lui qui est responsable de la... comment est-ce qu'on peut appeler ça, de l'ordre sur sa circonscription. Il est tout à fait normal qu'il veille, notamment cette période particulièrement agitée de l'histoire du Cameroun. Vous savez, le Cameroun est secoué, ballotté par de multiples crises, et notamment maintenant la région de l'Ouest, qui elle-même commence déjà à subir les effets collatéraux de la crise anglophone. Moi, je pense que le préfet a estimé que les sorties
tout de même, il faut le reconnaître, assez fracassante de Sa Majesté Sokudjo, devrait prendre un terme. Pourquoi? Parce que le préfet estime que non seulement ce n'est pas qu'il remette en cause la liberté d'expression de Sa Majesté, mais il estime que sa façon de dire, compte tenu de l'ascendant qu'il a sur la population, parce que vous savez, quand le chef parle, les villageois se disent que c'est la parole du chef. Et la parole du chef, c'est quand même une parole sacrée. Mais depuis que Sa Majesté Sokudjo parle, qu'est-ce qui a de nature à amener le préfet à penser qu'il incite... inciter les populations à la révolte et à l'insurrection? Vous êtes en train de poser une question de journaliste. Oui. Mais la question, il faudrait plutôt poser aussi la question maintenant à un responsable de l'ordre, à un responsable de l'administration, qui a pour mission d'assurer l'ordre et d'être garant de l'ordre. Parce qu'il ne faut pas vous situer seulement, vous, à la place du journaliste qui donne l'information, qui répercute l'information. Mais il faut tenir compte de la réalité sur le terrain. Et la réalité, c'est... Mais comment nous sommes au niveau de la deuxième mise en garde. Est-ce qu'à la première mise en garde, parce que le préfet dit inciter les populations à la révolte. On peut donc savoir que jusqu'ici, qu'est-ce qui s'est concrètement passé au lendemain des sorties de Sa Majesté Sokudjo? Vous ne pouvez pas dire ces journées autour que les déclarations, les sorties de Sa Majesté Sokudjo sont innocentes ou bien elles ne sont pas enflammées. En fait, on l'a entendu par exemple à Equinox Soir, quand il a dit notamment que Paul Biya a abandonné son pays. Quand un chef dit cela, les populations entendent cela. C'est de nature à les mettre dans une sorte de cour. Moi, je pense que dans la situation dans laquelle ce préfet se trouve, c'est-à-dire qu'il est normal qu'il se taise pour qu'il ne prenne pas des dispositions pour demander à Sa Majesté Sokudjo de mettre un peu d'eau dans son vin et de tenir des propos beaucoup mieux policiers et moins iconoclastes, surtout à l'endroit du chef de l'État, parce que Sa Majesté Sokudjo n'est pas justement tendre à l'endroit du chef de l'État. Ok. Dr Ningwanya, sur cette seconde mise en garde, quelle est la lecture que vous faites? Ce qui nous vient des hauts plateaux. Well, what we are seeing, you are looking at a minor thing happening in that area. Oui, des hauts plateaux. Yes. Alors que c'est plus grand. Yes, it's the sign of a disease that is deeper. All right, and like I've said before, if you understand the problem tree, we are running after little fires here and there and running after little fires. No, forget about the little fires. Concentrate on solving the problems of Cameroonians and you don't have little fires to run after. Those little fires are an indication that something more serious is wrong and you should work on that. It's very simple. When there was the COVID-19 thing, when it was raging, you remember there was, in one village down there in the south, there was one chief who told the prefect off. Because the prefect, instead of bringing real buckets and things, he brought le seau de maçon and gave them and expected the villagers to be clapping. And the man was lost. So he asked questions, what the hell is this? And then the prefect vomited on him. And you remember there was another lady, a lady chief somewhere down in the south. Dans le sud. Yes, and they were cutting wood behind their backyard and they were getting nothing out of it. And then when she stood up and raised her voice, and she was hammered. So there is a problem of dialogue between the people and the government. Dialogue is not something that you have to call for, like the major national dialogue. You wait until things are so rotten, then you call for a big dialogue and make a fanfare of it. And so dialogue is a continuous process where you have to be talking to your people and your people talking back to you. It's a two-way traffic, and the traffic never stops. It's possible that the people, these chiefs, probably this other one, they have been complaining, but nobody listens to them. Just like with the Anglophone problem, people have been complaining and complaining and complaining and complaining. On va rendre compte, nothing is done until it breaks out into this violence. So the bottom line is, we don't have a culture of dialoguing with people. Usually, the way the country is structured, you have the minister sitting up here with their état major, and then the population is down here, and the état major and the ministers, they have their feet on the population, and you're not supposed to speak. That is, and it goes to an extent that where everybody thinks that to scream from down there is wrong. It's not wrong.
So that is the point. There is a lack of emotional intelligence in our communication skills and communication styles. And then the way people are trained in Enam, it looks like they just go there and just go around looking for someone to hit with a stick. That's not the way you communicate with people. No, it's just about maintain the Lord, maintain the Lord, maintain the Lord. No, you should do more than maintain the Lord. You know, there's just so much going on that we can talk the whole night about it, but something is seriously wrong. Ok. On accueille Emmanuel Kounien qui nous a enfin rejoint. Bonsoir. Bonsoir Serge, voilà, merci bienvenue. de la parole. Je m'excuse pour ce retard vraiment indépendant de ma volonté. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Ok. Voilà, on va d'abord prendre Abdelaziz Mondé. Abdelaziz Mondé, dites-moi, vous avez également pris connaissance de cette deuxième mise en garde du préfet des Hauts-Plateaux. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Et aussi, est-ce que Sa Majesté Soukoujou commence à déranger? La parole d'une personnalité au Cameroun qui n'est pas identifiée comme membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dérange par nature. C'est-à-dire que la nature du système, c'est la nature du régime. Quand on est chef traditionnel au Cameroun, quand on appartient au RDPC, on est en collusion avec l'autorité administrative, le gouverneur, le préfet, le sous-préfet. Dans le cas d'espèce, Sa Majesté Soukoujou a utilisé et utilise un canal, les réseaux sociaux, donc sa page Facebook, pour donner son avis sur un certain nombre de sujets nationaux, de sujets d'intérêt au Cameroun. En l'occurrence, la crise anglophone ou les questions de gouvernance du pays. C'est un citoyen. C'est pour cette raison que dans notre pays, il y a une confusion habituelle déjà et un deux poids, deux mesures. Il y a un certain nombre de chefs traditionnels au Cameroun qui sont premiers ministres, comme John Gouté, chef supérieur des Barombi, comme Ibrahim Bomonjoya, qui est roi des Bamoun, comme Fon Angwa For the Third, qui est chef Fon de Mankon, Jacques Famendongo, chef supérieur dans sa localité, Kavaye Djibril, qui est l'amido de Mada, ou encore, je peux citer, la liste est infinie. Ces personnalités ont droit au combat politique, pour revenir au terme du ministre de l'administration territoriale qui a mis en garde également les chefs traditionnels. Mais le chef Soukoujou n'a pas droit, justement, de donner son avis sur le plan politique. C'est pour cette raison que je dis que quand on n'appartient pas au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on dérange par nature. Et tout à l'heure, sur le plateau, on a dit, vraiment, et je partage ce propos, que l'administration territoriale, c'est une administration territoriale de type colonial, avec des réflexes de répression. C'est-à-dire qu'on est dans la culture de l'administration d'outre-mer où celui qui est en face de vous doit être neutralisé. Ce n'est pas un partenaire. On a parlé tout à l'heure d'emotional intelligence. Et dans le cas d'espèce, le sous-préfet, le préfet des Hauts-Plateaux, Yampen, qu'est-ce qu'il fait au chef Soukoujou? C'est exactement la même chose dans le domaine des marches au Cameroun. Quand vous êtes du RDPC, vous marchez pour dire Paul Biya, Oye, Paul Biya, Ayop, mais quand vous demandez une marche pour exprimer votre avis sur des questions citoyennes, eh bien, on fait de la préventive, on vous interdit la marche. Deux poids, deux mesures. Vous avez des lamidos, des chefs traditionnels, comme Yerima Aboubakari de Reibouba, qui a tous les droits, mais Soukoujou n'a pas de droits. Vous avez des personnalités comme Ibrahim Bomondio, à Sa Majesté, le roi des Bamoun, qui est représentant permanent, chef de la délégation permanente de la région de l'Ouest pour le compte du RDPC. Et le ministre Atangandi dit dans son texte que les chefs traditionnels sont les garants des us et des coutumes et qu'ils n'ont pas le droit de se livrer au combat politique. Et pour terminer sur cette séquence, Serge Alain Autou, il faut rappeler que dans notre pays, l'Assemblée des chefs traditionnels du Ngondo est allée à la 4e commission de tutelle de l'ONU pour demander l'indépendance du Cameroun. À la fondation de l'Union des populations du Cameroun étaient présents le Koumze, les Foulameyong. Donc le Koumze, c'était l'Union des chefs traditionnels Bamileke, les Foulameyong, ceux du Sud Cameroun, et un certain nombre de chefs traditionnels. Les chefs traditionnels au Cameroun ont toujours joué un rôle politique. À partir de 1977, avec le décret du 15 juillet 1977, on a neutralisé cela en faisant des auxiliaires de l'administration. Et aujourd'hui, on applique à la tête du client ce décret en fonction de ce que vous êtes opposant ou en fonction de ce que vous n'êtes pas avec le pouvoir ou pas. Merci Abdelaziz pour ce premier jet. Paul Léum, vous étiez, parce que le préfet fait allusion à, c'est-à-dire la première mise en garde, c'était à la suite de la rencontre du 18 juillet à Bamendjou. Le rencontre du C3, cadre citoyen de concertation. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous avez fait à Bamendjou le 18 juillet? Vous savez,
au point d'inquiéter le préfet des Hauts-Plateaux. Serge Alain, quand j'ai eu la note du préfet des Hauts-Plateaux l'année dernière en 2020, je suis sorti de ce plateau même un vendredi pour aller pour me rendre. Justement, c'était une rencontre qui avait été organisée par plusieurs acteurs, comme vous pouvez inviter vos amis. Ce n'est pas Sa Majesté Sokoudjo qui organise la rencontre, je précise. Ce sont des acteurs qui sont ici à Douala, qui ont voulu faire venir Sa Majesté Sokoudjo. Et il a dit non, c'est mieux que vous veniez à Bamendjo, à mon palais. Et nous étions dans les appartements privés du chef. Ce qui veut dire que nous n'étions pas dans l'espace qui est réservé au public. Deuxième élément que je voudrais dire, c'est que cette réunion a été déclarée. Il y avait même des caméras. Vos confrères de notre chaîne étaient présents. Donc ce n'était pas une réunion qui était dans la chambre, qui était cachée. C'était bien, c'était une discussion, disons ça. C'était une discussion qui était publique du moment où il y avait des caméras et qu'il y a eu l'information. Ce qui se passe avec Sa Majesté Sokoudjo, c'est que c'est, comme Abdelaziz Moundela dit, c'est un chef traditionnel qui n'entre pas dans le système du régime en place. Moi, je veux dire, le ministre Atangandi s'est trompé de lieu. Ce n'est pas l'Ouest qui devait tenir son discours. C'est au congrès du RDPC où il devait tenir ses discours. Pour dire à ses camarades, Bonbon Joya, le Lamido de Rebouba, tous qu'ils ont chef traditionnel, que comme vous voyez, quitter le parti, quitter la politique, le chef d'État a eu tort de vous nommer. Parce que vous ne devez pas faire la politique, vous devez rester chef traditionnel. C'est au congrès du RDPC qui va aller dire, ce n'est pas l'Ouest. Maintenant, pour revenir au cas de Sa Majesté Sokoudjo, Sa Majesté Sokoudjo, vous savez, c'est un monsieur qui a traversé les époques. Il a lutté lorsqu'il y avait la guerre pour l'indépendance du Cameroun. Il a connu le président Idjo, il a connu le président Biya. Il m'a même personnellement, au cours de la rencontre là-bas, raconté son amitié qu'il avait avec le prince René Bel, qui était son ami, qui venait chez lui, avec qui il partageait de bons moments. Et c'est même là-bas où j'ai su que la statue qui est au rond-point a été faite par un fils de Bamendjo. Oui. Parce que là-bas, j'ai visité tout le musée de Sa Majesté Sokoudjo. Étant donné donc qu'il s'impose comme un leader traditionnel, un leader charismatique et même un leader administratif du point de vue qu'on dit entre guillemets que les chefs traditionnels sont auxiliaires d'administration. Mais être auxiliaire d'administration ne veut pas dire être un vassal de l'administration. Et c'est pourquoi d'ailleurs même le chef de l'État, observez bien à chaque fois qu'il se retrouve face à un chef traditionnel, l'attitude qu'il a vis-à-vis des chefs traditionnels, il a une attitude de respect, et ceux qui parlent en son nom, comme le ministre Atangadi, doivent prendre exemple sur lui. Et je veux dire une autre chose, c'est que ce préfet, c'est la deuxième fois. Je ne suis pas sûr qu'il peut s'adresser à un sultan de Bamoun. Je ne suis pas sûr qu'il peut s'adresser aussi à un Lamido. Il le fait tout simplement parce que il y a des gens qui sont zélés, qui pensent qu'ils peuvent faire ailleurs ce qu'ils n'accepteraient pas chez eux. Et je veux dire à ce préfet que nos chefs traditionnels, au-delà d'être des citoyens, ont aussi un côté mystique. Ils ont des peuples qui sont avec non, on ne parle pas encore de mystique. Non, monsieur Otto, vous savez, nous sommes en Afrique. Je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote. Il y a un gouverneur qui avait interdit le Mbondo. Vous savez ce qu'il a eu? Il a perdu 2 enfants pendant cette période-là. Vous croyez que c'est anodin? La noyade. Vous croyez que c'est anodin? Pas noir, effectivement. C'est pour dire que nous sommes en Afrique. Il y a des, si vous voulez poser ça pour une coïncidence, c'est pour dire que nous sommes en Afrique. Il y a des choses qui, au-delà de ce que nous voyons, qui existent et qui vont avec notre atmosphère. Donc, quand un préfet se permet de piétiner ainsi la tradition, d'insulter le chef, entre guillemets, d'insulter un chef, c'est tout le peuple Bamendjo qui l'insulte, et je ne pense pas qu'il accepterait que nous autres puissions insulter son sultan ainsi. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce communiqué de ce préfet. Emmanuel Pouillet, pour vous, ce qui se passe du côté des Hauts-Plateaux, il s'agit de quoi? Comme a dit Abdelaziz Moundé, quand on appartient pas au RDPC, c'est comme ça? Parce que Sa Majesté Sokoudjo ne rentre pas dans un certain discours, c'est ça? Pour moi, il s'agit d'une situation normale. Normale. Je vais vous surprendre. C'est une situation normale. Dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, c'est tout à fait normal que le préfet de Haut-Plateau se comporte de cette manière. Vous ne pouvez pas, en 2021, avoir une école où on forme des gens au commandement. C'est quoi le commandement? On forme le procès de l'ENAM? Oui, on forme des gens au commandement. Alors, monsieur Yapen a été formé au commandement. Il s'est commandé. Alors qu'il s'agit de manager l'administration publique, on forme des gens. C'est pour ça que pendant les élections présidentielles, il y a des candidats qui ont demandé de fermer cette affaire. Il faut fermer cette affaire. Parce que vous ne pouvez pas laisser les gens, on les forme au commandement, et puis quand ils viennent sur le terrain, développer ce qu'ils développent, nous nous mettons à perdre du temps à critiquer. Le problème est, ça dit qu'il faut aller à la base. Ça ne peut rien donner. Il faut fermer les NAM. Et il faudrait créer des facultés qui forment, n'est-ce pas, les civils servants, c'est-à-dire les agents publics partout, et qu'on les sélectionne quand on a besoin d'eux.
Ce n'est pas possible que ça se passe ainsi. Donc, pour ma part, ce monsieur fait comme tous les sous-préfets. Et puis, je voudrais que vous sachiez que, imaginez donc un agent public qui donnait son point de vue. Monsieur Yampen est préfet. Hein? Oui, imaginez un fonctionnaire quelconque qui donnerait son point de vue sur un sujet d'actualité. Qu'est-ce qui lui arriverait? Parce qu'ici, c'est un chef traditionnel qui est auxiliaire d'administration par un mécanisme. Ça veut dire que si on ne peut même pas permettre aux chefs traditionnels de donner leur point de vue sur les sujets d'actualité, le fonctionnaire est forcément RDPC. Ça veut même dire qu'il n'a pas sa place au conseil régional. Ouais. Non, le fonctionnaire, lui, il est forcément RDPC. Et les gens vont vous dire, nous sommes installés partout. Parce qu'ils supposent que le commandant de brigade, le sous-préfet et le chef du village, dès qu'il est président de la République, son parti se trouve partout parce qu'ils vont se réunir et puis ça va faire son parti. Donc il n'a pas besoin d'implanter son parti. Donc le RDPC est un parti administratif qui a phagocyté l'administration. Ça donne ce que vous voyez là. Donc pour ma part, le problème est plus sérieux. Monsieur Yapen, c'est le préfet. Il fait de la flagonnerie. C'est-à-dire qu'il veut dire à ses patrons que je suis en train de faire le travail ou bien il a reçu des instructions, il est en train de mettre en œuvre. Moi, je crois que le problème est plus sérieux que ça. Tant que le système est celui que nous avons là, il y aura des choses de cette nature. Et puis, quand il fait ça, ça fait peur à tous les autres chefs. C'est pour essayer de faire peur à tout le monde. C'est pour dire aux chefs traditionnels que vous êtes forcément du RDPC. Vous n'avez pas le droit de donner des avis contraires sur des sujets d'actualité. Le chef Sokodjou pense qu'il peut donner des points de vue qui sont personnels, mais il le rappelle à l'ordre qu'il le fait. Ça le menace. C'est pour lui dire que, parce qu'il dit que face à ces dérives, je vous invite à faire preuve d'un sens élevé de responsabilité digne de votre statut de gardien de la tradition. Donc c'est lui qui définit, n'est-ce pas, ce que c'est que le sens de responsabilité. Il veut lui dire, alors est-ce que ce jeune monsieur que je connais parfaitement, a-t-il les moyens de donner les leçons au chef Sokodjou? Est-ce qu'il a les moyens? Quand on regarde monsieur Yapen et le chef Sokodjou, quand on regarde leur cursus, quand on regarde ce qu'ils ont fait dans la vie, les combats qu'ils ont menés, je crois qu'il est très mal placé, sauf si la loi des grands nombres ne le compte pas. Qui veut dire que quand on a beaucoup vu, on a beaucoup plus d'expérience. Et quel est le culot? Comment peut-il arriver à ça? Donc, moi, je crois qu'il est en train de faire un boulot. C'est un agent du commandement qui commande, comme les fonctionnaires fonctionnent, et on ne peut ni gérer un pays, ni le développer avec ce type de personnages. Donc, pour ma part, ils sont nombreux, ces gens-là. Il faut que les sous-préfets disparaissent. Il ne faut pas seulement fermer les noms. Il faut que les sous-préfets disparaissent. Parce que si vous allez au Nigeria, il n'y a pas de... On peut avoir un maire et un sous-préfet. Ça, c'est un double emploi. Au Nigeria, il n'y a pas de sous-préfet. Il n'y en a pas. Okay. Il y a un maire. Et puis les gouverneurs n'ont rien à faire. Il y a déjà des présidents des régions, ils n'ont rien à faire. Le préfet peut être le représentant de l'administration, c'est normal. Donc qu'on cesse de nous fatiguer avec cet arsenal de personnages qui n'ont rien. Ça, c'est. Moi, je crois que ce que le préfet fait là, c'est parce qu'il n'a même rien à faire. Il n'a rien à faire, ce type-là. Parce que vous voyez, un département de la MIFI, on l'a charcuté en 3 départements. Oui. On l'a mis dans un truc exigu où quand il se tourne, il voit le chef Sokodjou, il voit le chef Baham, il ne voit plus aucun chef. Il voit à la limite le chef Bangou et il n'a plus personne autour de lui. Il se met à faire des choses qui n'ont aucun sens. Déjà, le faire ainsi, c'est inadmissible, c'est pas normal. Donc, pour ma part, qu'on mette fin à cette affaire de sous-préfet, qu'on mette fin à cette affaire de gouverneur, que le président de région joue leur rôle, que les maires jouent leur rôle, et qu'on ferme tout simplement les NAM pour que le Cameroun puisse être un pays qui puisse se situer, n'est-ce pas, au diapason de la modernité. Voilà, Camille Nélé, on a quand même assisté au début du grand dialogue national. On a appris cette sortie de Sa Majesté Ibrahim Boumboundjouya qui parlait des problèmes du Cameroun. Mais on n'a pas vu une telle levée de bouclier comme on voit actuellement avec Sa Majesté Sokodjou. Qu'est-ce qui explique ça? Je dois d'abord vous dire que il m'est difficile de ne pas exprimer mon inconfort sur un plateau comme celui-ci où je ne trouve où il n'y a que des postures politiques. Le problème qui se trouve là, c'est d'abord un problème de civilité, un problème de vivre ensemble. C'est-à-dire que monsieur le sous-préfet, et d'ailleurs, monsieur le préfet, je veux dire, monsieur Kougne vient de dire la fin de sa lettre, dans laquelle il lui dit de faire preuve de responsabilité. Il ne lui donne pas des injonctions. Il lui dit, je vous demanderai de faire preuve de responsabilité. Pourquoi? Parce que la responsabilité, quand monsieur Kougne dit que le sous-préfet est mal placé pour lui donner des leçons de responsabilité, le problème, c'est que la liberté d'expression et toutes les libertés inclut aussi la responsabilité. La liberté, il n'y a pas une liberté sans limite.
est une liberté qui devient dangereuse. Le fait qu'aujourd'hui, parce que les gens peuvent s'exprimer dans les réseaux sociaux, parce que les gens peuvent écrire tout ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont cette liberté de le faire, il n'y a plus aucun respect, il n'y a plus aucune civilité. Si l'on demande que M. Sokoudjou soit respecté parce qu'il est chef traditionnel, donc pour lui ne doit pas être respecté, lui qui est le chef de l'État, parce que les propos que tient le chef Sokoudjou ne sont pas des propos forcément, c'est pas des propos très gentils, c'est pas des propos tellement amènes. Vous comprenez? Or, maintenant, quand le préfet qui est là, qui dit faites attention, depuis un certain temps, vous tenez des propos susceptibles d'enflammer les populations. Mais moi, je ne pense pas que, d'abord, il est dans son rôle, et ensuite, il a fait une réflexion qui est absolument normale, parce que n'importe quel responsable administratif à sa place aurait eu le même réflexe, surtout un responsable civilisé comme celui-là. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi on est en train de vouloir transformer le préfet en bourreau et le chef Sokoudjou en victime, lui qui, au départ, a tenu des propos assez incendiaires à l'endroit du chef de l'État dans des sorties, aussi bien dans les réseaux sociaux que dans les journaux. Moi, je pense que nous ne sommes pas ici pour dire des choses qui devraient faire plaisir à certaines personnes. Nous sommes là pour analyser une situation. Est-ce que le chef Sokoudjou a le droit d'invectiver et de faire preuve d'irrévérence vis-à-vis du chef de l'État? Ça, c'est la question. Maintenant, le sous-préfet, le préfet, a-t-il le droit ou a-t-il le devoir, a-t-il la mission de le recadrer? Parce que ce que j'ai retenu, par exemple, depuis cet incident et depuis la tournée de M. Tangandji, les gens retiennent les ultimatums que M. Tangandji a donnés au chef traditionnel. Mais ils oublient que le chef de M. Tangandji a demandé aux chefs de conseiller à leur population, à ces populations de conseiller leurs enfants de rentrer, de sortir de brousse et de venir dans les DDR. Il a demandé aux populations de collaborer et vraiment d'essayer d'apaiser cette situation. Mais on ne voit pas cela, on n'entend pas cela. On regarde tout simplement qu'il est en train de mettre des sous-préfets au pas et qu'il leur demande de faire de l'agriculture. Moi, je pense que ce sont des anecdotes. Le Cameroun, aujourd'hui, le docteur Mwani a dit des choses au début de son propos en disant qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une multiplication de feux. Et au Cameroun, il y a une multiplication de feux. Que ce soit le sud, que ce soit le nord, que ce soit l'extrême nord avec Boko Haram, que ce soit à la frontière centrafricaine, où on voit aujourd'hui le Cameroun être envahi, être tout simplement asphyxié par une foule incroyable de Centrafricains qui arrivent ici tous les jours. Et maintenant, s'il faut que dans les villages, et dans les bleds, et dans les communes, dans les mairies, les gens soient là à se crêper le chignon et à dire que c'est la faute du chef de l'État, le chef de l'État a abandonné son peuple, Moi, je pense qu'une liberté qui s'exerce de cette manière, ce n'est pas une liberté responsable. Et moi, je crois que ce qu'on reproche au chef Bamendjou, c'est d'avoir fait preuve d'irrévérence et surtout d'outrecuidance vis-à-vis du chef de l'État. Parce que lui qui est chef, s'il se faisait houspiller par un habitant de son village ou par un groupe d'habitants de son village pour lui dire qu'il est ceci, qu'il est cela, je pense qu'il y aura aussi des gens pour dire que maintenant vous n'avez pas le droit, c'est le chef. Donc moi je pense que il y a un échelonnage qu'on doit mettre au niveau de l'expression de la liberté au Cameroun, il faut tenir compte aussi des règles élémentaires de civilité. Et c'est réglementaire de la civilité. Moi, j'ai l'impression que la liberté, le libertinage qu'il y a dans les réseaux sociaux pousse les gens à faire que chacun peut dire ce qu'il veut. Et puis basta. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que nous allons construire une démocratie apaisée. Ok. Justement, hier, Bafoussam, le ministre Paul Tangandji, s'adressant au chef, il leur dit ceci: je suis venu vous dire que lorsqu'il faut s'adresser au chef de l'État, il faut trouver les mots justes et le faire de manière confidentielle. Thank you very much. I actually wished I had read that letter written by the Fon himself so that I can interpret it in my own words. But that said, if the chief was rude vis-a-vis the President of the Republic, then it's wrong. Wrong is wrong. But to say he should not express his mind on other issues is not correct. So we are saying that the Fon is right, or the chief is right to express himself, but to be rude towards the president is wrong, because we will also not allow anybody to be rude towards him. And you will see that this issue of rudeness is our collective thing. Cameroonians are very rude people, very, very rude. We don't respect each other. C'est ça le problème. Yeah, we don't respect each other. We don't respect. You see, respect is a fundamental thing. There is something about Minister Paul Tangandji that I would probably want to say here. You see, I don't know him very well, but he is
he is a man who does what he wants. And I must say that for all other Anglophones that have been appointed in the Cameroon government ever since I was in secondary school till now, he's the only one who is bold enough to tell anybody anything, anytime. You will see many other Anglophones, prime ministers, and so all these Anglophones are very the premier minister, but you have people who are there like Moutongs and so on, and then they tell les Anglo. You see, but yeah, on nomme les gens qui sont des moutons, ils font comme ça, là on croit que tous les Anglophones sont des moutons. No. So you see, Atanganji is that person who stands up and tells, you know, and tells people how he feels and what he wants from you, and he says it to your face. And therefore, there's that part of him that I like. But in saying so, I would want him to have some sense of emotional intelligence. Sometimes it's not always about kicking people around and so on and so forth. That issue of emotional intelligence, we must learn it. We must learn respect, how to talk to each other, because that is something we lack in this country. We don't know how to talk to each other. Voilà, Abdelaziz Mondé, cette lettre du préfet des Hauts-Plateaux s'achève par des termes, on va dire, qui, voilà. Toute nouvelle sortie cybernétique ou médiatique intempestive de votre part, au mépris du respect de l'état de droit et des institutions de la République, vous exposera à la rigueur de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? On devait s'attendre à quoi? Connaissant Sa Majesté Sékou-Touré. Vous savez, dans notre pays, depuis que l'ordre colonial a été instauré, c'est-à-dire qu'à partir de 1890, j'ai eu à le rappeler sur quelques plateaux, notamment sur Equinox Soir, on a déstructuré, on a désorganisé le pouvoir traditionnel, le pouvoir d'État, le pouvoir politique traditionnel. Ce n'est plus le chef traditionnel, le lamido, le roi, le faune, effectivement, qui a l'autorité, l'effectivité du pouvoir. Effectivement, c'était l'allemand, le français et puis désormais l'administration d'État. Et cette administration d'État utilise des termes qui sont des termes répressifs, des termes d'injonction, des termes, évidemment, l'État a le monopole de la violence légitime, mais ce n'est pas simplement le monopole de la violence légitime, mais c'est surtout pour instaurer un ordre. C'était avant, dans la période du maquis, puisqu'on appelle le roi Sékou-Touré ou le chef Sékou-Touré un maquisard, c'était de dire, faites attention, alignez-vous. Et puis j'ai entendu sur le plateau, M. Nélé nous parler comme si on était dans le goulag ou un régime totalitaire. Non, nous sommes au Cameroun. Le Cameroun a choisi depuis 1990, avec le retour du multipartisme, un régime de type libéral, sur le plan des libertés. Au Cameroun, on critique le chef de l'État, parce que le chef de l'État n'est pas sacré. Le chef de l'État est important, c'est une fonction suprême, mais si le président de la République pose un acte qui n'est pas conséquent pour un citoyen, il est du devoir d'un citoyen camerounais, dont M. Sékou-Touré ou de M. Kavaye Dibril ou de M. Mbombo Njoya en tant que citoyen, de le critiquer au même titre que n'importe quel Camerounais. Je rappelle, Serge Alain Autou, que le Cameroun a pris un certain nombre de lois, a voté en ratifiant, effectivement, c'était une sorte de ratification d'une directive de la CEMAC, ce qu'on appelle la loi du 18 juillet 2018. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Elle porte code de transparence et de bonne gestion dans la gestion des finances publiques. Elle nous dit à vous, chers Alain Autou, et à tous ceux qui sont sur le plateau, que vous avez l'accès à l'information, le droit à l'accès à l'information sur la manière dont on gère le budget de l'État, c'est-à-dire les procédures budgétaires ouvertes, dès que le président de la République a pris une circulaire sur le plan budgétaire. Dès que le président de la République émet une circulaire, chaque citoyen camerounais a droit, à l'accès à l'information. On appelle les procédures budgétaires ouvertes, l'accès à l'information, la redevabilité et le contrôle, c'est-à-dire que vous devez demander des comptes. C'est la loi camerounaise, 18 juillet 2018. Il y a 2 ans, donc pratiquement ça va faire 3 ans cette année, que l'Assemblée nationale a adopté le chef de l'État à promulguer. Ça veut dire que M. Sékou-Touré, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que ce soit à l'Assemblée nationale, ou que ce soit dans la rue ou partout, un Camerounais peut demander comment on gère 1 franc CFA de l'argent de l'État. Il peut demander au président de la République pourquoi on n'applique pas l'article 66 de la Constitution de la République du Cameroun, pourquoi depuis 1996, donc depuis 25 ans, le président de la République, on ne sait pas quelle est la fortune, quels sont les biens du président de la République au Cameroun et des gouvernements subséquents. Ce n'est pas demander une faveur ni au préfet Yampen, ni au ministre Atanganji, ni à Paul Biya, mais c'est d'exercer un devoir citoyen, un droit citoyen, je dirais même, M. Nélé, M. Serge Alain Autou, et puis tous ceux qui nous écoutent.
au Cameroun, on fait comme si avoir sa liberté, exercer sa citoyenneté, c'est une faveur. Non, on ne peut pas le dire. Et je termine sur cette séquence, Serge Alain Autou. Quand le roi des Bamoun, précisément, Bomon Dioya, a tenu dans les colonnes de la nouvelle expression un propos qui n'allait pas dans le sens de la doxa du RDPC sur la modification constitutionnelle en 2008, il a été littéralement mis à l'index, marginalisé. Ça se sait. La réconciliation avec le président Paul Biya est intervenue plus tard. Quand le roi des Bamoun, précisément Bomon Dioya, devant la tribune du grand dialogue national, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a recadré, le premier ministre John Bouté. Et le même ministre Atangandi, justement, a tenu un propos relativement peu amène à son égard, parce qu'il avait tenu un propos qui était libre. Donc, il ne faudrait pas que notre pays soit un pays à tête chercheuse. Ce qu'on applique au roi Soukoudjou, on devrait le dire à tous les chefs traditionnels du Cameroun. J'ai rappelé qu'au gouvernement du Cameroun, le primus inter pares, le premier d'entre eux, le premier ministre, est chef supérieur des Barombi dans le sud-ouest. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun est chef et Lamido Amada. Le président du Conseil économique et social, M. Ayan Luc, est Lamido à Doukoula, est chef supérieur à Doukoula. Comment on fait? Par quelle gymnastique on peut indexer un chef traditionnel en lui disant de ne pas tenir des propos politiques, en lui disant de ne pas se mêler de combats politiques, alors même que l'antre du RDPC, l'antre de la gestion du Cameroun est constitué de chefs traditionnels qui disent librement ce qu'ils pensent de Maurice Kamto, ce qu'ils ont pensé de Ndam Dioya, ce qu'ils pensent de Cabral Libi, ce qu'ils pensent de n'importe quel homme politique au Cameroun. Je ne comprends pas. Donc, en résumé, on est citoyen au Cameroun, on est égaux au Cameroun. Le chef de l'État peut être critiqué par un citoyen de façon courtoise, peut-être pour certains, mais aussi de façon ferme pour d'autres qui estiment que nous sommes dans un régime de liberté et que nous pouvons nous exprimer librement autant que nous sommes. Ok, merci Abdelaziz Poleyoum, le ministre Sola Tangandji, qu'il pense que beaucoup de chefs, je vous en prie, le ministre Sola Tangandji pense que beaucoup de chefs se sont éloignés de leur mission. Ils ont embrassé la politique. Là, il n'a pas tort. Mais c'est dans le mauvais sens. Oui. Tout simplement parce que ceux qui ont embrassé la politique sont ses camarades de parti. Oui. C'est-à-dire que nous devons tous regretter que nos chefs traditionnels aujourd'hui aient embrassé la politique. Je prends mon cas. Moi, je ne suis pas RDPC. Vous êtes chef traditionnel? Je ne suis pas chef. Mais je dis, j'aime mon chef traditionnel qui peut être militant du RDPC. En pleine campagne, j'ai en face de moi qui l'adversaire politique ou le chef. Voilà. C'est ça le problème qu'il y a en fait. Et tous sont dans le RDPC. C'est pour ça que je dis que s'il doit s'adresser aux gens, c'est aller au congrès du RDPC, dire à ses camarades chefs traditionnels que quitter la politique, aller rester chef traditionnel et laisser les autres gérer les affaires politiques. Aujourd'hui, le problème qu'on a au Cameroun, c'est que l'autorité administrative se croit permis de tout. Je vous rappelle que dans le NUN récemment, il y a encore eu des problèmes entre une autorité administrative, Madame le maire, etc. Ça veut donc dire que nous devons revoir le système de notre administration en fonction comme si nous étions encore à l'époque de la colonisation. C'est pas normal. Le chef Soukoudjou dont on parle beaucoup, lui, dans la même région, il a dans le même département Sa Majesté Pokamax, qui est bien sénateur du RDPC. Pourquoi on ne va pas s'adresser à lui d'une manière condescendante et c'est seulement Sa Majesté Soukoudjou? Tout simplement parce que lui, il a dit, il ne mange pas de ce pain-là et on veut utiliser toutes les attitudes irrévérencieuses indécentes. Et je voudrais dire, le préfet a dit dans ses propos que Sa Majesté Soukoudjou appelle à l'insurrection. Il faut qu'il donne les propos clairs, qui montrent l'appel à l'insurrection, qui montrent la dissidence, le système à partir tout ce qui va avec. Même quand le patriarche Kamine dit que Sa Majesté Soukoudjou était irrévérencieuse envers le chef de l'État, moi je voudrais comprendre en quoi, quels sont les mots qu'il a dit qui sont des mots irrévérencieux. Je ne vois pas. Sincèrement, je ne vois pas. Il ne faudrait donc pas que nous soyons dans un État où on dit que nous avons la démocratie, nous avons la liberté d'expression et c'est nous-mêmes qui créons encore les entraves à la liberté d'expression. Soit on change la constitution du Cameroun, on rentre au parti unique, on dit qu'il ne peut plus venir, qu'il nous dit qu'il n'est pas d'accord avec ce comment on gouverne le Cameroun et je m'aligne. Soit on dit que c'est la démocratie et on juge la démocratie, on s'exprime librement comme tous les autres citoyens. Sa Majesté Soukoudjou est un chef traditionnel qui, comme tous les autres chefs traditionnels qui sont au Cameroun, a le droit et la liberté de s'exprimer sur les sujets vis-à-vis sur les sujets qui concernent la vie
de la nation. Et je veux chuter par là. Je voudrais dire aux populations de Bamendjou que moi, si moi j'étais même fils de Bamendjou, il doit poursuivre ce préfet en justice pour dénonciation calomnieuse qu'il a prouvé au tribunal où Sa Majesté Sékou-Djo a appelé à l'insurrection. Parce que quand il sera traîné en justice, je peux vous garantir qu'il sortira de ce procès. Peut-être dans ce procès, il aura une condamnation au niveau du soit du tribunal administratif, soit du tribunal civil. Je ne suis pas expert en droit. Quand il sortira de là avec une condamnation, je crois que les autres préfets, ils comprendront qu'ils ne peuvent plus avoir un certain nombre d'attitudes et vis-à-vis des chefs traditionnels qui ne font pas plaisir. Ok, Emmanuel Kougny, on veut museler le chef, surtout le dernier paragraphe, l'avant-dernier paragraphe, où il dit toute nouvelle sortie cybernétique ou médiatique intempestive de votre part, au mépris du respect de l'état de droit et des institutions de la République, vous exposera à la rigueur de la loi. Connaissant Sa Majesté Sékou-Djo, est-ce qu'il peut rester sans communiquer, Sa Majesté? Non, il va communiquer. Je crois qu'il va d'ailleurs communiquer davantage. Et puis, quand il dit que ce que le préfet a fait, c'est un recadrage. Non, on ne recadre pas quelqu'un en lui disant que toute nouvelle sortie médiatique intempestive de votre part vous exposera à la rigueur de la loi. Ça, c'est une injonction. C'est pour lui dire de ne plus faire des sorties de cette nature. Alors, qu'est-ce que le chef Sékou-Djo a dit? Moi, quand le chef Sékou-Djo dit... Il a ajouté intempestive. Encore, il trouve cela intempestif. Ça, c'est comment dirais-je, c'est l'insolence même à la limite, hein, de dire que les propos du chef Sékou-Djo sont intempestifs. Et moi, je dis, c'est très grave ce genre de situation. Parce que quand le chef Sékou-Djo dit que le chef de l'État a abandonné son peuple, il peut s'expliquer. Nous avons une crise anglophone. On attend que le chef de l'État dise quelque chose. Le chef de l'État est allé nous dire qu'il est mendiant de la paix. Un mendiant, c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose, mais qui ne peut pas avoir. Ça veut dire qu'il ne nous amènera jamais la paix. Il attend un bienfaiteur. Ce bienfaiteur, parce qu'il faut comprendre ça au premier degré. Quand il dit que je suis mendiant de la paix, ça veut dire qu'il veut que d'autres personnes viennent l'aider à résoudre ce problème. Si vous êtes mendiant de ce crayon, ça veut dire que vous ne l'avez pas et vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, quand tous ces propos, on les met ensemble, on s'interroge. Et quand il dit que le chef de l'État a abandonné son peuple, c'est parce qu'il constate que le chef de l'État n'est pas prêt à trouver la solution à cette crise anglophone. Et quand monsieur Atangadji dit que les chefs traditionnels doivent demander à leurs enfants de sortir de la brousse pour aller dans les DDR, c'est bien de le dire. Mais est-ce que ça suffit? Il suffit de dire ça. Puisqu'on dit ça depuis. Vous demandez aux gens de sortir de brousse, ils sont déjà entrés en brousse. Pourquoi? Les gens ont posé un acte. Vous leur dites non, ce que vous avez fait n'est pas bien, faites le contraire. Mais demandez-leur pourquoi vous posez cet acte. Il faut causer avec eux. C'est pour ça qu'on leur demande de s'asseoir avec ces gens-là. Leur demander, votre problème c'est quoi? Qu'est-ce qui vous pousse à faire cela? D'autres disent qu'ils veulent la sécession. Pourquoi vous voulez la sécession? Ils vous diront pourquoi ils veulent la sécession. Et puis ils ne veulent pas s'asseoir avec eux parce que la dictature qui nous gouverne a peur que les anglophones disent oui, nous voulons la sécession, mais vous aussi laissez la dictature. Et parce qu'ils ne veulent pas jamais laisser la dictature, ils ne veulent pas s'asseoir du tout. Donc on connaît où se trouve le blocage. On se connaît surtout le blocage. Et ce pays, il y a déjà 5000 morts environ, selon ce que les gens disent, pour le simple orgueil et des gens qui pensent qu'il ne faut pas s'asseoir avec les autres pour parler des affaires de leur pays. Le chef Sékou-Djo doit parler davantage et doit insister et les mettre ces gens-là mal à l'aise, si ça peut leur permettre, n'est-ce pas, de bouger. Moi, j'estime qu'il doit continuer. Il doit continuer à leur dire qu'il n'est pas d'accord. Dès lors que ça les dérange, moi je crois que le message de chef Sékou-Djo est passé. Et je le prie de continuer pour que ça les dérange davantage, quitte à ce que... Vous incitez le chef. Oui, pour la simple raison que s'il n'y avait pas eu la crise anglophone, il n'y aurait jamais eu de grand dialogue. Il n'y aurait jamais eu de centrale, on est là, les conseils régionaux n'auraient jamais eu lieu. On a essayé de faire ça pour les calmer, mais depuis 24 ans, on a voté la loi en 96, et puis on est allé dormir. Mais justement, parce qu'il y avait la crise anglophone, on est arrivé, n'est-ce pas, à faire un petit pas. Merci. Donc le chef Sékou-Djo continue. Merci. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de cette sortie du ministre de l'administration territoriale face aux chefs traditionnels dans la région de l'Ouest. Il a brandi un carton jaune menaçant ces chefs qui ont fait une déclaration, vous vous en souvenez, il y a quelques mois, c'était en 2020, déclaration des chefs traditionnels, déclaration dans laquelle ils ont fait l'autopsie de la malgouvernance et proposé des solutions politiques aux multiples crises vécues au Cameroun. Pour le ministre, ce n'est pas le rôle d'un chef traditionnel de parler de politique, il devrait parler d'agriculture. Vous suivrez comment le ministre menace autorités traditionnelles dans la région de l'Ouest
dans le journal de 20h. Pendant ce temps, ce sont des situations difficiles pour les déplacés internes de la crise anglophone à Bankim et à Fouban. Ces déplacés internes, broient du noir, vivant dans des conditions difficiles. L'assistance humanitaire promise par le gouvernement n'est pas arrivée jusqu'à ces déplacés internes. Leur quotidien difficile, nous en parlerons dans le journal de 20h. Et pourquoi les femmes ne sont pas assez impliquées dans la résolution des crises au Cameroun? La société civile déplore le fait que le gouvernement camerounais n'applique pas une résolution des Nations Unies exigeant l'implication des femmes dans la résolution des crises. Illustration avec la crise anglophone et d'autres crises multiformes qui secouent le pays. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, dans une centaine de minutes, ce sera dans Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Avant cela, le 20h le plus attendu de la planète, c'est le 20h2. Cédric Noufelet. Et tout de suite, madame, monsieur, une page de pub. Je suis... Sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Emmanuel Kounié, Ablaziz Nondé depuis Paris, Dr Dick Nguanyam, voilà. Nick Nguanyam. Dick, ça me rappelle un souvenir, un petit chien, Dick. Voilà. Dr Nick Nguanyam, Poléum et Kaminele. Kaminele, le ministre dit, la politique c'est de la distraction, on est plutôt d'agriculture. Non, comment il veut circonscrire le champ dans lequel les chefs devraient s'exprimer? C'est infantiliser les chefs. Il ne dit tout de même pas que c'est la distraction, mais il a dit avec ses mots. Oui. Il a demandé aux chefs de mettre leur influence, leur aura au service des populations et de ne pas continuer peut-être à animer un débat politicien à l'intérieur de leur village. Ça, c'est son rôle. Oui. C'est son rôle par rapport, il faut comprendre qu'il est ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs, ses auxiliaires, les chefs, il peut leur dire que, écoutez, je pense que dans ce sens ou ce sens n'est pas bon. Mais seulement, Paul Atanga a dit, bon, que ceux qui apprécient, que ceux qui n'apprécient pas. Mais moi, je dis qu'on oublie aussi de relever qu'il a demandé aux chefs d'être vigilants, de demander à leur population de conseiller à leurs fils de ne pas aller en brousse, d'être vigilants au niveau de la sécurité et la sécurisation de leur village. Il leur a demandé de comprendre la réalité du malaise sécuritaire qui est dans leur région et que les chefs, eux, ont une responsabilité dans le processus qui va permettre à ces populations d'être un peu plus en sécurité. Bon, évidemment, le discours de Paul Atanga, que l'on considère toujours comme martial, c'est le discours du ministre de l'Intérieur, c'est le discours de l'homme qui... Et vous l'appelez Charles Pasqua, en fait? Ah oui, vous savez Charles Pasqua... Et Nicolas Sarkozy? Non, Charles Pasqua surtout, lui qui à une certaine époque avait dit que ils allaient terroriser les terroristes. Oui. Bon, ils avaient terrorisé les terroristes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, le discours de Paul Atanga ne passe pas aux yeux de ceux qui estiment qu'il est trop martial et qu'il veut mettre tout le monde au pas. C'est normal quand on se trouve dans une situation où le Cameroun est en proie à plusieurs, ce que le docteur Mbaye a parlé, à plusieurs feux, des feux qui sont partout. C'est difficile de ne pas voir de tourner et de se dire qu'il faut au moins essayer d'éteindre des feux par-ci par-là. Parce que le problème avec les chefs traditionnels, c'est que les chefs traditionnels ont une autorité morale. Et quand vous avez une autorité morale sur vos populations, ça veut dire que vous avez un ascendant qui peut les inciter à regarder dans la même direction que vous. Moi, j'ai lu le mémorandum écrit par les chefs traditionnels. Je vais vous demander, vous l'avez parcouru, et lorsque le ministre Paul Atanga il dit un mémorandum qu'il considère comme la copie, il considère ce mémorandum comme la copie d'un projet politique rédigé par un homme politique issu de la région de l'Ouest. Moi, je pense Quel est votre sentiment? Vous avez quand même parcouru cette déclaration de chef traditionnel. Mon sentiment est que je l'ai lu vraiment. Les chefs traditionnels ont présenté une situation lucide. Lucide de la situation. C'est une situation sociale, politique, sécuritaire du pays. Et même sanitaire. Et même sanitaire. Je dis clair. Non, ça, il n'y a aucun problème. Ils l'ont fait de manière très synthétique et très bien charpentée. Ils ont même, c'est ça qui a retenu mon attention, ils ont dit quelque part qu'ils demandent
à l'opposition radicale de reconnaître la légitimité du chef de l'État et de regarder dans le sens d'une... C'est le premier point. Hein. Bon, mais seulement... Le document, il est là. Hein. Bon, il est vrai que ce document pêche par le seul fait qu'au lieu qu'il soit rédigé par des personnes qui l'auraient adressé directement au chef de l'État, avec accusé de réception, et maintenant, pour le publier dans les journaux, il s'est retrouvé dans les réseaux sociaux comme un tract. En quoi il ressemble donc à un projet politique rédigé par un homme politique originaire de l'Ouest? Alors qu'il dit, le chef suggère, premier point, pour qu'on soit, une reconnaissance de la légitimité gouvernementale par l'opposition, dite radicale, afin de décrisper la scène politique et créer ainsi une ouverture de concertation. En quoi? Je l'ai dit. Ça, c'est les chefs traditionnels de l'Ouest qui le disent. C'est pour ça que moi j'ai dit que ce document-là, peut-être que les gens ne l'ont pas lu avec l'âme apaisée, mais quand on le relit, on verra qu'il y a de bonnes propositions là-dedans. Voilà. Mais c'est peut-être maintenant le modus operandi, la manière par laquelle ce document a été rendu public, qui a certainement réussi à mettre le gouvernement sur les nerfs. Mais, parce que si ce chef avait écrit normalement une lettre au chef de l'État, en disant que voici ce que nous pensons, ce que nous proposons, moi je pense que ça aurait été beaucoup plus conventionnel et ça aurait été beaucoup plus civilisé. Maintenant, balancé dans les réseaux sociaux et commenté par toutes les langues du péril qui influencent les réseaux sociaux, vous pensez donc que c'est plutôt l'effet contraire qui s'est produit et ce document n'a pas suffisamment été pris en considération. Dr Ningwanyam, on a vu dans le journal le ministre pour la Tangandi sortir le carton jaune. Ça, c'est l'homme que vous avez décrit en première partie. Vous l'avez retrouvé là? Yeah, anyway, I like those gesticulations. As I told you, he's someone who does things in his own way to get the message across, but he falls short of emotional intelligence. So sometimes, that's the problem with the whole setup. We have never learned how to dialogue with people. It doesn't matter what the problem is. You don't open your eyes, you don't shout at people, especially if they are older than you are. You have to respect them. It doesn't matter who you are, you have to respect people. Once you respect people, it's not the shouting that does the trick. It is the intelligence with which you talk, it's the wisdom, it's the love, it's the truth. Once you know how to communicate, and if you are used to solving problems and you don't wait until the whole house is falling on you, then there will be no problem. If you want to ask the question, why did the chief put that letter on social media? It's probably because they write letters or call and do whatever and nothing ever gets done, and then they get it up to here, they say, okay, let everybody know just exactly how we feel. Because of course it's not the first time we're seeing this kind of thing. You know, the bishops in Bamenda, or the ecclesiastical problem of Bamenda did the same thing. Mr. Abon Achoy did the same thing. And so it's not the first time we're seeing this kind of thing. The bottom line is we have an administration that doesn't respond immediately to problems. You know, they pretend they don't exist. You play the camel, or the ostrich. You put your head in the sand and then you think the problem will just go away. No, you have to be. The society is dynamic and you have to be responding, to issues just as they come up. And people should, and the community and the citizens should have a sense that people are listening to them. They should have a sense that somebody cares and so on. But when there's that disconnect between the people and the powers that be, then there are bound to be things like this. Because technically we truly have problems, but if you don't address the problems as soon as they occur, things are going to go out of hand, and that's what we are seeing here. And I cannot really blame the man for putting in the social media. Don't forget, there is also room for open letters. You write a letter to the head of state and you put it in the newspaper and so on. And it's not just in Cameroon. I mean, let's leave Cameroon for now and go to the greatest democracy, Donald Trump and Biden. In America, things are happening. Let's learn from them. Ok. Pour vous, cette façon pour le ministre de dire que bon, la politique pour les chefs, c'est de la pure distraction. Vous pouvez être utile à d'autres secteurs. Il parle de l'agriculture, notamment. L'agriculture, tout le monde, on peut être chef traditionnel, on peut être homme politique et faire l'agriculture en même temps. Je crois que c'est juste une dérision qu'il est en train de faire, simplement, pour dire chef traditionnel,
particulièrement à certains chefs traditionnels qui ont pris sur eux, qui ont porté, adressé, entre guillemets, lettre publique, je peux le dire ainsi, puisqu'elle s'est retrouvée sur la place publique, au chef de l'État, mémorandum, étant donné que ce n'est pas une lettre de panégyrique, où on fait les louanges du président de la République, du système de régime en place. C'est pour ça que lui, il estime qu'ils n'ont plus rien à dire. Ça rappelle d'ailleurs, rappelez-vous la phrase du président de la République en 90, l'école aux écoliers, tout simplement parce que il y a eu des hommes politiques, c'est quelque chose, qui ont harangué les foules, parmi lesquels il y avait des élèves en 90. Le chef d'État avait dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. C'est à peu près ce que M. Atangandji veut faire là. Il veut dire la politique aux politiciens, la tradition aux chefs traditionnels, pour dire aux chefs traditionnels qui ne sont pas d'accord avec le régime, que comme vous voyez, occupez-vous de vos affaires de tradition, ne parlez plus de politique. Peut-être M. Atangandji ne connaît pas assez l'histoire de notre Cameroun. À chaque fois, les chefs traditionnels du Cameroun ont toujours eu à mener des actions politiques. Nous, en Douala, nous avons l'expression Betote Dikakwa, Adango Mwanya Madiba. Ça veut dire le roi Dikakwa a marché sur de l'eau. Pourquoi? Parce que quand il y avait les villes mortes dans les années 90, c'est le chef Dikakwa qui est allé faire fermer les entreprises au niveau du port de Douala. C'est-à-dire toutes les multinationales que vous pouvez imaginer. Il leur a dit tant que lui il est là et tant qu'il y a les villes mortes à Douala, vous n'ouvrez plus jamais ces entreprises jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi on a cette expression en Douala où on dit que le chef de Toté Dikakwa a marché sur de l'eau. Avant ça, dans l'époque de l'indépendance, vous savez qu'il y a le Kounze par exemple, qui sont allés au moment de l'indépendance du Cameroun, même les Ounyobe travaillent avec les chefs traditionnels. Donc dans l'histoire du Cameroun, les chefs traditionnels ont toujours eu à jouer un rôle très important dans la scène politique. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est d'être partisans. Et ils sont partisans du bord de M. Atangandji. Ce n'est pas du nôtre, c'est de son bord. C'est pourquoi moi je dis, s'il ne veut plus les chefs traditionnels en politique, qu'il aille d'abord le dire au congrès du RDPC là-bas, qu'il se fasse entendre au sein du RDPC pour dire au chef de l'État que le chef de l'État, vous avez eu tort de nommer les gens comme Pokamas, Samuel Mbombo Dioua, que le chef de l'État a tort de les nommer, puisque lui il estime qu'ils n'ont rien à faire dans la politique. Je crois que nous devons être un peu plus sérieux, un peu plus respectueux vis-à-vis de ces chefs traditionnels, parce que non seulement ils sont les garants de notre tradition, mais ils sont en plus les représentants de tous les peuples du Cameroun. La République arrive après les communautés. Il n'y a pas la République d'un côté et les communautés de l'autre. La République du Cameroun naît après l'existence des communautés. Les communautés, elles sont là, elles ont le guide qui sont les chefs traditionnels. Respectons-les. Pourquoi en Afrique de l'Ouest, un pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez des chefs qui sont immensément respectés, reçus constamment par le chef de l'État, qui ont des statuts spéciaux. Et c'est pourquoi on demandait une chambre du commandement traditionnel au sein du conseil régional et non une fusion entre les hommes politiques et les chefs traditionnels, parce qu'ils n'ont pas le même statut que les autres. Ce qui se fait dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que si un chef traditionnel entre en politique, qui s'apprête à recevoir les coups comme nous autres, les injures, les intrigues et tout ce qui va avec dans le champ politique, un chef ne peut pas entrer en politique et refuser de recevoir les coups comme les hommes politiques. Et c'est tout ça qui pose un problème. Je crois qu'il est temps de revoir à ce niveau comment nous allons configurer notre République, donner l'estime à nos chefs qui va à la hauteur de nos aspirations et surtout rendre un peu plus notre administration plus démocratique, plus responsable. Je crois que ça, c'est la dictature que nous sommes en train de vivre là. Voilà, Emmanuel Kounié, comment comprendre cet acharnement sur les chefs traditionnels de l'Ouest? Non, disons que M. Atangandji est en train de faire un boulot. Il est au boulot là, il a la tâche. C'est-à-dire comment faire pour que ceux des chefs traditionnels qui ne sont pas dans le RDPC, ils reviennent. C'est le travail qu'il est en train de faire. Il leur dit, écoutez, vous ne devez pas parler de la politique tant que vous avez cette posture. Si vous voulez parler de la politique, revenez au RDPC, sinon occupez-vous de l'agriculture. Or, ce qu'il parle d'agriculture, moi je ne sais pas, peut-être qu'il voulait parler de la tradition, parce que l'agriculture, je ne sais pas si c'est bien de quoi il s'agit, parce que l'agriculture suppose beaucoup de préalables. Ça suppose qu'on a des terres, ou bien que l'accès aux terres est facile. Ça suppose qu'on a des financements. Je crois qu'il n'en a pas pour donner. Ça suppose qu'il y a des voies de communication pour évacuer les produits quand on a fini de les récolter. Tout cela, je crois qu'il n'a pas la capacité de résoudre ces problèmes-là. Donc, il ne peut pas envoyer les gens à l'agriculture, alors que les conditionnalités qui permettent à l'agriculture, n'est-ce pas, d'être quelque chose d'attrayant soient réunies. Donc, je crois que ce qu'il a essayé de faire, et je crois que tout le monde a compris, tout le monde a compris. Nous pouvons pinailler autour de tout cela, mais les gens ont bien compris que si vous n'êtes pas du RDPC et vous êtes chef traditionnel,
laissez donc la politique. Et si vous voulez faire la politique, un chef traditionnel, revenez au RDPC. Voilà l'interprétation que je fais du discours de M. Paula Tangandji. Et il le dit froidement, il le dit sans contour. Et je crois qu'il faut le comprendre aussi. Et justement, lui, il est dans un système où il pense que le pouvoir doit être fort. Le pouvoir doit être fort. Ils ont fait reculer toute la démocratie parce qu'on a fait un pas en avant, 10 pas en arrière. Je crois que aujourd'hui, la situation est pire que celle de 90. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut même plus se réunir. On peut envoyer l'armée devant chez quelqu'un, l'encercler dans sa maison sans lui dire quel est son statut, et puis sans lui dire quand est-ce que c'est pour combien de temps. Un matin, il se lève, il voit que les gens sont partis, et un matin, il se lève, il a vu que toute sa maison est assiégée. Donc, on n'a même pas besoin de considérer sa volonté ou sa façon de comprendre ce qui lui arrive. Ça, c'est un système, quand on est dans un système comme ça, c'est de la dictature, il n'y a pas un autre mot. Bon, nous pouvons parler de démocratie, comme M. Youm a dit tout à l'heure, mais la démocratie, j'ai entendu le chef d'État dire que certains pays ont fait des centaines d'années pour 400 pour arriver à la démocratie. Mais ce qu'il a oublié, c'est que la démocratie, comme le développement, comme la science, n'est pas une fonction linéaire du temps. C'est pas parce que les gens ont fait 100 ans pour avoir une posture que nous allons faire 100 ans pour y arriver. Nous entrons dans cette maison, on appuie au mur et puis nous avons l'électricité. Mais c'est un filament de tungstène dans un champ magnétique qui parmi nous peut nous dire comment ça se passe. On doit commencer là où les autres ont terminé et faire la contribution à la science. Donc, si nous voulons être un pays démocratique, nous prenons tous les résultats des autres, nous commençons à cet endroit et nous avançons. Au Nigeria, quand il y a une élection présidentielle aujourd'hui, il y a 50 millions d'électeurs, 100 000 bureaux de vote. Et à 22h, on ferme les bureaux à 18h, à 22h, le vaincu félicite le vainqueur. Parce qu'ils ont appliqué simplement la biométrie intégrale. La biométrie intégrale suppose que quand vous introduisez votre carte, et nous avons des cartes biométriques, vous votez, et puis un terminal sur lequel on voit que vous avez voté pour tel. Et tous les partis de l'opposition sont là, ils le font. Et chez nous, on nous dit, vous n'avez pas eu quelqu'un dans le bureau de vote en dernier tout cas. Du Bombardé, vous n'avez pas quelqu'un dans le bureau de vote. Nous sommes au PV. Il y avait 25 000 bureaux de vote. Vous n'avez pas de scrutateur, donc vous n'avez pas de vente. Ça veut dire que celui qui a triché le plus est celui qui doit gagner. Voilà le système dans lequel on nous amène. Donc quand on est dans un environnement comme celui-là, M. Paula Tangandji est dans son bon droit. Puisqu'il a le pouvoir, et puis il a ces gens qui sont formés au commandement qu'ils appellent les sous-préfets. Vous allez dans un village, on vous amène un garçon de 27 ans, on dit, monsieur le sous-préfet le commandement, avec une casquette de colonial, il marche devant les gens comme un machin, et puis quand il a fini, il s'assoit, il commence à arracher les terrains des gens, à changer les successeurs dans la famille, etc. Et puis quelques temps après, on l'affecte ailleurs, il laisse tout le bordel, et puis on ne sait plus, on ne sait pas comment faire. Donc ce genre de choses doivent disparaître. C'est pour ça que j'ai dit, le maire doit jouer le rôle du sous-préfet. Comme partout ailleurs, parce qu'il est là, c'est un qui a du point, même s'il n'est plus maire, il est là. Donc il peut encore répondre de ces actes. Donc moi je crois que le système que nous avons n'est pas fonctionnel. On ne peut pas entrer dans le développement et la démocratie avec ce système-là. Et puis il faut comprendre que M. Biya, moi je ne lui reproche pratiquement rien, puisqu'il apporte ce système de 62, où il a travaillé avec un dictateur pendant 20 ans, 62-82. Il a appris la dictature chez M. Aïdjo. Et après, lui, il a été dictateur de 82 à 90. Il avait tous les pouvoirs. Aujourd'hui, il ne peut pas se refaire une virginité. Qu'est-ce qu'on lui demande? Il faut qu'on laisse un monsieur tranquille. Tout si on ne peut pas lui demander de partir, alors qu'on accepte tout ce que les Tangandji et consorts sont en train de faire. Moi, je crois que tout ce qu'il a dit à M. Biya, c'est que vous avez déjà fait 40 ans. Pouvez-vous partir maintenant? S'il peut partir, on peut faire autre chose. S'il ne peut pas partir, on ne peut rien faire. Vous lui posez la question? Oui. Est-ce qu'il peut partir donc maintenant pour nous laisser réorganiser? Qui va répondre? Et M. Biya doit nous dire s'il parle ou s'il ne parle pas, pour que nous puissions entrer dans la modernité, ou bien il veut continuer à regarder le Cameroun sous le prisme de 62. Parce qu'il regarde le Cameroun à travers un prisme. C'est le prisme de 62, mais nous sommes en 2020. Et il y a l'économie numérique, il y a des enfants qui... Il ne peut pas... Il ne faut pas lui demander... Personne ne peut faire ce que nous demandons à M. Biya de faire. Ok, merci. Abdelaziz Damoundé, au lieu de parler de politique et pure distraction, donnez plutôt des idées pour l'agriculture. Dixit, Paula Tangandji, à Bafoussam, devant les chefs traditionnels. Où sont les tracteurs qui avaient été promis au comice agropastoral de Bolova? Pourquoi le Cameroun a un tel déficit abyssal sur le plan agricole? On importe pratiquement toutes les denrées de première nécessité au Cameroun. Le riz, le blé pour le pain, etc. Ça relève de l'agriculture, n'est-ce pas? Donc de la politique agricole. Le Cameroun a passé 10 ans d'une stratégie qui s'appelle le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, une stratégie d'émergence. C'est-à-dire que 10 ans, entre 2010 et 2020,
le Cameroun devait déjà être entre 4 et 7%. Le Cameroun devait déjà amorcer le chemin pour être qualifié comme nouveau pays industrialisé, c'est-à-dire avoir 40% de son PIB, donc de la richesse produite, qui viennent de l'agriculture, de la transformation agro-industrielle, par exemple. Où en est-on? Si un chef traditionnel, qui est un citoyen, parle de ça, il parlera de politique ou d'agriculture. Mais on est où? On est où dans notre pays? C'est-à-dire que quand on me dit qu'on doit parler d'agriculture et pas de politique, je ne comprends pas. On parle de la politique qui est la concurrence, la compétition pour le pouvoir, ou du politique qui, effectivement, c'est l'ensemble des régulations, de pacification ou de structuration ou de transformation structurelle d'un État. On parle de quoi exactement? Monsieur Atangandi n'est pas l'ordonnateur de la pensée au Cameroun. Monsieur Atangandi n'est pas la police de la pensée au Cameroun. Monsieur Atangandi n'est pas la police des consciences au Cameroun. Monsieur Atangandi est ministre de l'administration territoriale. Et tout à l'heure, mon frère Paul Eyoum sur le plateau a cité un proverbe en Douala. Je vais citer un proverbe en Bassa. Igi Jamli Gwegen. C'est-à-dire que chaque chose a son temps. Nous sommes dans un temps de compétition, de confrontation, d'ouverture des idées au Cameroun. Nous ne sommes plus dans le temps monolithique. Au Cameroun, il y a une compétition des idées. Il y a une compétition de vision du Cameroun. Celle de M. Kamto, celle de n'importe quel autre homme politique au Cameroun, qu'il soit originaire de l'Ouest ou pas. Les chefs traditionnels qui sont citoyens, je le rappelle. Parce que, mon cher Serge Alain Autou, on ne peut pas tenir un discours 2 poids 2 mesures au Cameroun. Quand la mairesse de Fumban s'exprime, s'insurge, on lui dit qu'il y a le chef traditionnel, il y a les us et coutumes, c'est avant la République. Quand le chef Soukoudjou s'exprime, le préfet lui dit de respecter la loi. Dans le même pays, est-ce qu'on peut appliquer la même loi indifféremment selon les affinités politiques? Non. Il faudrait que notre pays, qu'on s'asseye pour revoir ça. Soit le Cameroun dit OK, au titre de l'article 55 de la Constitution du 18 janvier 1996, je veux des statuts spéciaux dans mon pays pour articuler le passé et le présent, l'ancien et le moderne. Auquel cas, on aurait donc sur le territoire du Cameroun des terroirs qui auraient une configuration adaptée. Tant que ce n'est pas fait, nous restons dans un régime républicain strict où il y a des lois qui ne s'appliquent pas à tête chercheuse, qui s'appliquent à Soukoudjou, à Kavaye Djibril, au Lamido de Reybouba, au Sultan Roi des Bamoun, de la même manière. Deuxième chose, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, le président des États-Unis a un compte Facebook comme le président de la République du Cameroun. Tous les ministres du Cameroun ont des comptes Facebook. Le ministre Jacques Famen-Ndongo répond à des opposants politiques. Il est chef traditionnel, Jacques Famen-Ndongo. Et sur Facebook, on les publie sur Facebook. Il y a un moment, le président de la République, Paul Biya, s'est mis à tweeter. Il y a une frénésie de tweets. Il faisait quoi? C'était sur les réseaux sociaux. Mais de quoi parle-t-on? On ne peut pas à la fois énoncer des principes de modernisation de la vie publique, de la vie citoyenne, et les récuser à des citoyens parce qu'on n'est pas d'accord. Et pour terminer dans mon propos, le ministre Atangandi s'exprime à l'Ouest Cameroun devant des personnalités, donc devant des citoyens camerounais. Il brandit un carton jaune et ça n'indigne personne. Le ministre Atangandi n'est pas là pour distribuer les cartons jaunes. Le ministre Atangandi n'est pas là pour voir la conformité d'une déclaration, d'un mémorandum de chef traditionnel avec celui d'un parti politique. Là, effectivement, il est dans la politique politicienne. On a évoqué tout à l'heure l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, mon cher Serge Alain Autou, le Mongo Naba, qui est le chef traditionnel, le roi des Mossi, est devenu une sorte d'arbitre au Burkina Faso des questions nationales. Parce qu'il s'est retiré de la question politicienne, donc du champ du politique, donc de la compétition politique, pour être au-dessus de la mêlée et régler, effectivement, réguler la société et pacifier la société. On attendrait ça au Cameroun. Mais ce n'est pas le cas. Le RDPC, dans son bureau politique, dans sa constitution, est structurellement constitué de chefs traditionnels au Cameroun à qui personne ne dit rien. Et donc, on ne peut pas continuer à nous dire que dans un pays comme le Cameroun, les chefs traditionnels de l'Ouest qui ont fait un mémorandum, à juste titre, sont des gens qui sont en dehors de la République. Quand est-ce que le président de la République du Cameroun va recevoir le président du JICAM, va recevoir les chefs traditionnels précisément au palais d'Etoudi? Le président de la République reçoit l'ambassadeur de France. Il était dans les accords, le traité du 13 novembre 1960, on n'y est plus. L'ambassadeur de France était le doyen du corps diplomatique au Cameroun de droit.
On n'y est plus, heureusement, fort heureusement. Le président de la République reçoit l'ambassadeur de France. Jamais le président de la République française n'a reçu l'ambassadeur du Cameroun en dehors de la présentation de l'aide de créance. Mais il n'y a pas de réciprocité. D'où vient-il que des chefs traditionnels, des personnes qui, comme le JICAM, qui ont proposé, justement, puisqu'on parle d'agriculture, un livre blanc sur l'économie nationale, ne soient pas reçus par le président? Et par quel canal on va s'adresser au président? Par quel canal? Il faut des salamalek? Il faut un code de conduite? Non, nous sommes des citoyens au Cameroun. Le président de la République, dans cette culture coloniale, qui a fait sacraliser, qui a fait que le président de la République bénéficie d'un culte, il faut que ça s'arrête dans notre pays. Respecter l'institution, lui donner son cachet suprême, mais faire du président une personnalité qui peut être critiquée, mon cher Serge Alain Autou. Il faut qu'on critique le président parce que nous sommes dans un régime qui permet que chaque citoyen puisse critiquer le président, des chefs traditionnels comme des citoyens ordinaires dans notre pays, et pouvoir enfin s'asseoir pour régler cette question une fois pour toutes. Quel sera le statut des chefs traditionnels? Quel sera le prochain Cameroun? Est-ce que les communautés, donc les chefferies traditionnelles, vont rester être des auxiliaires de l'administration stricto sensu, ou on va avoir un pays qui concilie, qui articule le passé et le moderne de façon intelligente? Participer à ce programme, on va vous libérer. Je vais permettre pour qu'on soit au même degré d'information. Déclaration des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun. Nous, chefs traditionnels, membres du Conseil des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun, CCTO en abrégé, conscients de notre rôle de devoir de garant de la cohésion socio-culturelle de nos populations, de protecteurs de la veuve et de l'orphelin et de parapluie de tous nos enfants, quelle que soit leur obédience politique, religieuse et autres, sensibles et ébranlés par la situation des crimes horribles qui ont cours dans notre pays et, plus en général, par la situation sécuritaire et sociopolitique tendue que nous vivons, reconnaissant et regrettant notre attentisme jusqu'ici face à ces problèmes que nous pensions pouvoir être résolus par les mesures et actions prises par les pouvoirs publics, inquiets de la dégradation de la situation qui devient de plus en plus volatile, nous venons, à travers cette déclaration, jeter notre regard sur ces crises et humblement apporter nos suggestions. Les chefs ont travaillé sur le plan sécuritaire, le plan sociopolitique, ils ont fait des suggestions, le plan sanitaire et le plan économique. Voilà. La déclaration des chefs, c'était en novembre 2000. Emmanuel Kouy. Moi, je crois que les chefs ont essayé de faire ce qu'ils peuvent. Et puis, il faut noter qu'il n'y a aucun moyen d'établir un trait d'union entre les chefs traditionnels et les pouvoirs publics. Puisqu'ils ont envie de parler au chef de l'État, il n'y a aucune passerelle. Comment pouvez-vous faire pour que le chef de l'État vous entende? On va vous dire d'aller déposer votre mémorandum au gouverneur, ou bien au sous-préfet, qui va l'envoyer au préfet, qui va envoyer au gouverneur, qui va envoyer au ministre de l'administration territoriale, qui va envoyer au chef de l'État. Ce qui est certain, c'est que ce chemin est tellement long, il y a tellement des étapes et des goulots d'étranglement que quelque part, la correspondance va disparaître. Moi, je crois que ce que les chefs traditionnels ont fait là est extrêmement intéressant. Et je demanderais même aux députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée de voir comment les chefs traditionnels se sont comportés. Il faudrait que les députés de l'opposition sachent que chaque fois qu'ils sont à l'Assemblée et qu'ils ne peuvent pas faire entendre leur voix, ils doivent pouvoir, au sortir de là, rendre compte publiquement, dans les réseaux sociaux et par les moyens médiatiques, au peuple de ce qu'ils ont essayé de faire. Parce que sinon, ils feront 5 ans comme les autres l'ont fait, etc. Et on se comprendra tout simplement qu'ils sont allés là-bas juste pour améliorer un peu leur confort. Donc, moi je crois que toutes les organisations au Cameroun qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre doivent pouvoir faire comprendre, de faire entendre dans le cadre de leurs prérogatives, doivent faire comprendre au peuple que voilà ce que nous pensons. Parce que le chef d'État lui-même, il suit la télévision, il va dans les réseaux sociaux, il est au courant. Donc nous savons, à l'heure où nous sommes, nous savons que le chef d'État a pris connaissance de ce mémorandum, puisque M. Atangadi s'en plaint. Et comme je disais, plus M. Atangadi va s'en plaindre, plus ça va démontrer que l'objectif est atteint. Parce que ça ne va pas dans le sens de ce qu'il veut, et c'est pour cela qu'il se met dans tous ces États. Bon, si on peut l'amener à se mettre au maximum dans tous ces États, nous espérons que ça pourra peut-être l'amener à faire un pas
Parce qu'on l'a vu, chaque fois qu'on a obtenu quelque chose de ce régime, c'est après la bagarre. Ce n'est jamais avant la bagarre. On a eu la constitution de 96 après la bagarre. Ouais. On a eu les villes mortes. On a après la bagarre, les villes mortes, je veux dire. On a eu l'élection des conseillers régionaux après la bagarre. Systématiquement, c'est après la bagarre qu'on peut faire avancer. D'ailleurs, même quand on obtient après la bagarre quelque chose, si on dort beaucoup, eux reculent davantage. Jusqu'en 92, quand on a eu la constitution, il y avait les libertés, il y avait toutes les institutions qu'il fallait mettre en place. Puisqu'on n'a rien fait en 92, ils ont changé la constitution en 96, en 82, en 2018. Ils ont retiré certains éléments de cette constitution. Et puis, dans cette constitution même, il était dit que le Conseil constitutionnel devait être nommé et que le président de l'Assemblée devait faire des propositions pour un certain nombre de points, etc. Le président du Sénat devait faire des propositions. Mais comme on dormait, en 2008, ils ont fait sortir toutes ces dispositions et le chef de l'État a nommé tout seul la Cour constitutionnelle et on est allé aux élections. Comme ce sont des gens qui sont recrutés par lui, payés par lui, et puis celui qui s'occupe de leur carrière, celui qui les nomme, il ne pouvait que dire qu'il a gagné même s'il avait une seule fois. Donc, le peuple doit être permanemment éveillé et des gens, comment dirais-je, des leaders d'opinion comme les chefs traditionnels, ainsi que la société civile et tout le monde, nous devons être éveillés et à tout moment, nous devons remuer le lendemain politique pour empêcher à ces gens-là de nous faire des coups bas. Ok, merci Dr. Nick Mbonyam. On arrive au terme de l'émission en quelques secondes. The problem in Cameroon is that there is a lot of violence, physical, emotional, and there is no happiness, and the country is falling apart. We really need to find ways and means of getting the country together, Francophones together, understanding themselves, Anglophones together, understanding themselves, Anglophones and Francophones, understanding each other. Tribalism has come. You hear Sardina, Tongtina, Mutong, Anglo, all these things, they are not good. Flock. Yeah, we need, I don't know what, but they are very odd. But the thing is this, we have an issue of governance and we can improve on it. And I would say that, the president puts people there to work, but one gets the impression that they are not doing the work for which they have been employed. And therefore, the president finds himself in a lot of difficulties because people are not doing their work as they are supposed to. And we need to wake up from sleep and do things properly. And make sure especially that the economics is good. As I was saying in English on the other thing, our youths need to be taken care of. Our youths have been abandoned. They have no jobs because the school systems are bad and doesn't give them the capacities to work. So there's so much to do, except that some people don't seem to understand what to do. Okay. En 30 secondes, je voudrais dire, le père Kounié a dit tout à l'heure que le chef de l'État Emmanuel Kounié a dit tout à l'heure, pardon, c'est parce que je suis très respectueux. Non, Emmanuel, nous sommes en télévision. Emmanuel Kounié a dit que le chef de l'État a dit qu'il y a des démocraties. Pourquoi vous dites pas le père Paul Biya? Mais je pourrais toujours le dire. Non, mais vous ne le dites pas. Nous sommes en télévision. Il y a le patriarche. Non. Le président. Non, le président de la République a dit lors de son allocution que il y a des démocraties plus vieilles que les nôtres qui ont pris du temps à se mettre en place. Je peux dire, nous sommes pouvoir attendre 400 ans pour avoir les Prado, les Mébak et qu'on soit, on était pas obligé d'embrasser toutes ces choses dans le temps moderne. Ça veut dire que si on est bien d'accord qu'on doit avoir les Prado et les Mébak au Cameroun, il faut aussi qu'on soit bien d'accord qu'on peut avoir au même moment. La démocratie est pour chuter. Je vous ai dit, tous les jours je dis à mes amis du LDPC que le régime me fait penser à l'animal le paresseux. Vous connaissez cet animal? C'est l'animal le plus lent au monde. Il marche doucement, il fait tout doucement, sauf une chose, quand il faut manger. Quand il faut manger, il mange vite. Et c'est ça le NDPC. C'est d'ailleurs pourquoi on voit une section mais de tourner en Kondengé et l'autre à Noubel. Parce que quand il faut manger, ils sont forts pour manger le budget. Mais quand il faut travailler pour faire avancer la nation, ils sont très lents. Et je crois qu'ils doivent un peu se secouer. Merci. Rien à redire. Moi, je pense que nous avons fait une bonne émission. Nous avons donné chacun son point de vue. C'est ça qui en soit. Et le point de vue de notre ami de France. Abdelaziz Moundé.
qui avec plein de verve et qui contenait beaucoup de vérité et beaucoup de choses importantes. Et c'est ça qui est important dans Equinox Soir. C'est-à-dire que dans Equinox Soir, il est vrai qu'il y en a qui viennent dire ce que certaines personnes veulent entendre. Mais il est important de donner la possibilité de plusieurs expressions et surtout d'amener les uns et les autres à se faire une religion à partir des divers points de vue qu'il y a eu sur le plateau. Moi, je pense que ce plateau ce soir a été assez riche. Voilà, merci. On va dire une fois de plus, merci à Abdelaziz Mondé depuis Paris, merci Emmanuel Koumé, merci à vous, Kaminele. Dr Ningwanyam, thank you. Thank you. Voilà, merci Paul Eyoum. Merci. Voilà, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Bafoussa.